Il est 15 heures, on a 17 personnes avec nous. Bienvenue à tous. 18. Est-ce que tu aimerais qu'on démarre, Koussé? Bah oui, on peut attaquer, pas de souci. Ok. Ok. Alors bonjour à tous encore et bienvenue à cette deuxième édition d'Agile Algérie. Je ne sais pas si vous étiez dans la keynote, si jamais vous bienvenue. Nous sommes un collectif d'Algériens. Enfin, on se répète hein, pour certains, mais pour ceux qui n'étaient pas là. Nous sommes un collectif d'Algériens vivant en Algérie ou à l'étranger. Tous bénévoles, passionnés de l'Algérie et de l'agilité. Et notre mission est vraiment de promouvoir la culture agile en Algérie. On avait fait une première édition l'année passée, c'est notre deuxième. J'aimerais juste, si tu peux, Koussaï, mettre la page des sponsors pour Oui, redire merci. Merci à nos sponsors pour cette édition 2021. Donc Agile Ancien Academy, Amal Partners et Casa Academy, tous les trois spécialisés dans les formations agiles, notamment certifiantes. Ainsi, j'aimerais aussi remercier nos partenaires, Cisco avec cette plateforme, c'était le cas d'ailleurs l'année passée, donc avec la plateforme WebEx, et KD Concept, qui est un spécialiste dans la conception et hébergement des sites web, Jamel Khlifati et ses équipes, qui nous ont vraiment aidés pour réaliser cette édition de 2021. Peut-être avant juste que je te donne la parole, j'aimerais peut-être préciser quelques informations pour toutes les personnes qui sont avec nous. La conférence, elle va durer 40 minutes avec les questions et les réponses incluses. Je vous remercie à tous de poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. Koussaï va prendre un moment avant la fin de la session pour y répondre à certains, en tout cas au maximum. Et si jamais on n'arrive pas, on va lui transmettre les questions. Il répondra comme il souhaite et comme il peut. J'aimerais aussi vous dire à la fin de la session, je vais lancer un sondage pour nous donner votre feedback sur pour cette session, la session de Conseil. Donc, je vous remercie de participer. C'est vraiment un petit sondage. Il y a juste une question et un commentaire si vous avez quelque chose à préciser. Nous sommes dans un cadre, ça s'appelle Agile Algeria, donc il y a Agile. J'aimerais dire que les valeurs en agilité, enfin Agile me guide aussi dans cette session, dans cet événement. Le respect, le feedback, la bienveillance. Merci encore pour votre participation en tout cas. J'aimerais finir par dire juste, introduire notre speaker, Koussaï Farfara. Merci beaucoup et un grand merci pour ta participation. Il est coach agile et CEO de Agile for Me. Il va nous parler de comment mettre en place un système Kanban. Donc, c'est la parole à toi, Koussaï. merci Nedma. Bienvenue à tous, hein. Je suis ravi de participer à cette seconde édition. Merci à Agile Algéria de me donner l'opportunité de partager autour du Kanban. Moi, c'est une des pratiques agiles que j'adore, voilà, je mets en pratique depuis 2012, hein, que j'ai mis en pratique au sein de pas mal d'organisations, hein, comme AXA France, AXA Bank, JC Deco, Renault Digital, etc. Toujours avec plus ou moins de succès, hein, parce que voilà, on va voir que sur la façon de mettre en place un système Kanban, que le Kanban, c'est pas juste des colonnes avec des post-it. C'est beaucoup plus que ça et ça nécessite d'avoir un peu de rigueur sur sa mise en œuvre. Donc, on va prendre une trentaine de minutes pour que je vous fasse la présentation, comme ça qu'on ait un peu le temps pour les questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, j'y reviendrai après. Je répondrai pas pendant la présentation, mais vous inquiétez pas, j'y reviendrai après et on se prendra une dizaine de minutes pour pouvoir échanger là-dessus. Alors. Donc moi je m'appelle Koussaï Farfra, je suis coach agile. Bon voilà, vous voyez un peu le déroulé de ma carrière. J'ai commencé comme développeur à l'époque où Internet n'existait pas encore, donc ça commence à dater. Je suis devenu coach agile en 2011 après avoir découvert l'agilité un peu par hasard en 2009. Et en 2015, j'ai créé ma société qui s'appelle Agile for Me. Et au travers de cette société, j'ai créé la conférence Agile en scène qui a lieu depuis 2017, tous les mois de septembre.
une fois par an. Donc là, cette année, ça a eu lieu mi-septembre sur 3 jours. On a une journée qui était dédiée notamment au framework SAFe, qui prend de plus en plus d'ampleur dans l'agilité. Et au travers d'Agile en scène, j'ai aussi créé Agile en scène Academy, qui sponsorise l'événement Agile Algéria et qui permet en fait de proposer des formations à des tarifs moins élevés que ce qui fait sur le marché. Parce que nous, notre objectif au travers d'Agile en scène, c'est vraiment de diffuser l'agilité auprès du plus grand nombre. Et au travers de cet ensemble de ces activités et de mon expérience professionnelle, j'ai été amené à développer une application qui s'appelle Weaviz, une application digitale qui se connecte à Jira et qui va produire des indicateurs agiles sous forme de dashboard, sous forme de graphique, à la fois au niveau des équipes, mais aussi au niveau des programmes dans les cadres d'agilité à l'échelle. Voilà. Alors, on va aller sur le vif du sujet, hein. On va parler Kanban. Donc, ça ne va pas être une formation Kanban, hein, parce qu'il nous faudrait quand même, pour vous présenter tous les aspects du Kanban et aller dans les détails, il nous faudra entre 1 et 2 jours. Donc là, on a, on a un peu moins de 30 minutes maintenant. Là, ça va être vraiment un focus sur qu'est-ce que le Kanban, voilà, dans sa généralité, et comment on peut mettre en place un système Kanban. En tous les cas, quelles sont les étapes pour la suivre. Donc, si vous voulez ensuite, suite à cette présentation, aller plus loin sur votre compréhension du Kanban, bah là, ça va être plutôt, je vous inviterai plutôt à suivre une formation ou à vous rapprocher de coachs ou de personnes qui le pratiquent régulièrement et qui ont une bonne expérience sur le sujet. Voilà. Alors, les origines du Kanban. Donc, Kanban, là, ce que je vais vous présenter, c'est le Kanban pour l'IT, hein. Donc, c'est pas le Kanban tel qu'on le connaît ou tel qu'il a été créé aux origines, hein. Ça vient du système Toyota, ça vient du TPS, le Toyota Production System, qui est un peu le parent du Lean et de l'ensemble des pratiques Lean. Kanban, ça fait partie des pratiques Lean. Donc, à l'origine, ça a été créé par Toyota pour gérer leur chaîne de production et gérer l'amélioration continue et l'efficience de leur chaîne de production. Et avec l'essor de l'agilité, notamment au travers du cadre Scrum, des tests ont été faits. Voilà, il y a eu des expériences qui ont été faites sur comment coupler des pratiques Kanban au Scrum et comment mettre en place des pratiques Kanban au sein d'organisations plutôt orientées IT. Ce qui fait qu'une personne qui s'appelle David Anderson a créé ce que l'on appelle aujourd'hui la méthode Kanban pour l'IT. Donc, il l'a créée au travers de la ligne Kanban University, qui est une des seules, en tous les cas la première, qui était habilitée à délivrer des certifications Kanban. Et en 2012, une personne qui se nomme Laurent Morisseau, qui est consultant coach agile, a écrit un livre qui s'appelle Le Kanban pour l'IT. Et ensuite, il a écrit un autre livre, donc je vous donnerai les références à la fin de cette présentation, qui permet de décrire de façon très simple les préceptes du Kanban et comment mettre en place un système Kanban. Ce que je vais vous montrer est issu de son livre, en tous les cas le framework qui est proposé est issu de son livre, et ce sont les étapes que l'on préconise couramment d'utiliser lorsqu'on veut mettre en place un système Kanban. Et vous allez voir que ça va au-delà d'un simple board avec des colonnes. Voilà. Alors, pour comprendre le Kanban, eh ben, il faut en comprendre le lexique. Voilà. Le Kanban, ça n'a rien à voir avec d'autres pratiques agiles, notamment Scrum. On n'a pas le même vocabulaire. On n'a pas le même vocabulaire, vous le verrez juste après, pour une simple et bonne raison, c'est que le Kanban est adapté à tout un tas d'activités. Donc, on va plutôt parler de carte Kanban, qui est un élément de travail, et pas parler de story ou de bug. On va parler d'une carte Kanban. Donc, ça peut être n'importe quel type de sujet, du support, de la documentation, du traitement fonctionnel, du traitement technique, etc. De la gestion de dossier, vous verrez. Voilà, on parle de carte Kanban pour parler d'un élément de travail. Cette carte Kanban va suivre de ce qu'on appelle un système Kanban. Et c'est ce que je vais vous montrer, comment on le met en place, ce système Kanban. Ce système Kanban va permettre de mettre en place notre gestion de flux d'activité et notre boucle d'amélioration continue. Pour gérer ce système Kanban et pouvoir le manager de façon efficiente, on va lui appliquer des limites. Donc des limites hautes, des limites basses sur les différentes activités de notre workflow pour garantir que l'activité qui est réalisée, le travail qui est réalisé par les équipes est adapté à leur capacité à faire. Comme lorsque, par exemple, vous allez faire une commande, que ce soit alors sur un site comme Amazon ou ne serait-ce que lorsque vous allez au McDo commander, en fait, on a l'organisation est aussi faite via un système Kanban qui va permettre de définir en fait quelles sont les limites hautes et les limites basses au-delà
de laquelle, par exemple, si on dépasse cette limite haute, eh ben, le système va être en pression et du coup, on va fournir une qualité de service qui va être moindre et il va y avoir une certaine pression sur notre système ou une limite basse en dessous de laquelle ben, on va avoir une perte d'activité, ce qui veut dire qu'à un moment, on va avoir des équipes qui vont être en sous-activité. Voilà. Donc, ces limites doivent vous aider à pouvoir gérer votre activité, à la capacité à faire de l'équipe et de visualiser à quel moment il faut peut-être intervenir sur le système, mettre du renfort, etc., ou intervenir en amont du système pour pouvoir débloquer des goulets d'étranglement. Donc tout ça, on va pouvoir le suivre au travers d'un tableau Kanban. Donc c'est la pratique qui va nous permettre de visualiser notre système Kanban. Donc ça peut être un tableau physique. Vous avez un mur avec des colonnes, des post-it, ou ça peut être un tableau digital. Donc, ce qui se fait aujourd'hui de plus en plus avec la pandémie que l'on subit depuis bientôt 2 ans. Il y a une digitalisation qui se fait de plus en plus. Donc, vous avez des outils comme par exemple IOBEA, même Jira. Hein. Jira propose des boards Kanban, Miro, et voilà. Je pourrais en citer plein d'autres. Hein. Il y a foison de propositions aujourd'hui au travers de ça. Et tout ça fait partie de ce qu'on appelle la méthode Kanban. Voilà. Donc, il faut retenir ce lexique pour comprendre le langage Kanban. Hop, je reviens. Kanban, c'est une démarche empirique, c'est-à-dire que c'est basé sur de l'amélioration continue. On va mettre en place une boucle d'amélioration continue qui s'appelle en fait le PDCA, le Plan, Do, Check, Act, c'est-à-dire je planifie les choses, je prépare les choses, je les mets en œuvre, je les fais. Ensuite, je vais acter de ce qui a été fait, je vais faire un bilan, comme en Scrum, vous faites par exemple la rétrospective à chaque fin de Scrum. Et de ce bilan, je vais en tirer un certain nombre d'enseignements qui vont me permettre soit de valider un mode de fonctionnement qui marche et sur ce qui ne marche pas ou sur ce qui devrait être amélioré, de définir des actions d'amélioration. Voilà, c'est ce qu'on appelle le plan de check act. Et donc, Kanban dans cette démarche empirique, va être basé sur 4 piliers qui vont être commencer là où on en est. C'est-à-dire, vous voyez qu'en Kanban, on ne remet pas en cause les rôles, les responsabilités. Hein. On respecte le processus actuel, on respecte les rôles, on respecte les responsabilités tout au long de la démarche. Donc, on ne va pas venir dans une organisation en disant maintenant, on va avoir un Scrum Master, un Product Owner. Voilà. L'objectif du Kanban, à la base, c'est d'allumer la lumière sur un état des lieux, sur une situation, pour ensuite mettre en place une boucle d'amélioration continue, rendre visible les problématiques, les goulets d'étranglement, où le système est en pression, pour ensuite mettre cette boucle d'amélioration continue, améliorer le système. Du coup, le troisième pilier, ça va être justement de s'engager à changer de manière incrémentale et évolutive. On est dans cette fameuse boucle d'amélioration continue, tout comme vous en avez une dans Scrum et dans toutes les pratiques agiles. Hein, c'est un peu un des préceptes de l'agilité, s'améliorer en continu. Et ça nécessite d'avoir du leadership à tous les niveaux. En Kanban, on a besoin d'avoir un leadership au niveau des équipes, mais également au niveau du management et du top management. Et ces 4 piliers, ils sont associés à 6 pratiques. Donc 6 pratiques, et vous verrez dans la démarche de mise en place du système Kanban qu'on va adresser l'ensemble de ces pratiques. La première, c'est de visualiser le travail en cours et le processus. Donc, visualiser le travail en cours par rapport à un tableau Kanban, on va pouvoir rendre ça visible. Limiter le travail en cours. Voilà, on parle des limites Kanban. Mesurer et gérer le flux de travail. Pour pouvoir améliorer son système, il faut qu'on mesure. Voilà, souvent, les indicateurs sont souvent perçus comme un moyen pour le management un peu de fliquer ou de surveiller ou de sanctionner les équipes. Ça, c'était vrai dans le Lean de la mauvaise façon dont on l'a appliqué en France pendant de nombreuses années. Les grands cabinets de conseil qui voulaient soi-disant faire du Lean, c'était un peu fourvoyé et faisaient du Lean surtout pour dégraisser plutôt que pour améliorer. Le vrai Lean, c'est vraiment l'amélioration continue. Et pour améliorer, il faut qu'on mesure. Voilà, on ne peut pas, c'est comme dans la pandémie, hein, vous voyez, pour pouvoir prendre des décisions, ces décisions se passent sur des mesures, sur des vérifications sur le terrain, etc., sur des données qui permettent ensuite de prendre des décisions pour le bien de la population. Voilà. Quatrième pratique, rendre explicites les règles de gestion du process. C'est comme dans n'importe quelle société, il y a des droits et des devoirs. Pour pouvoir faire fonctionner un système Kanban, il faut que tout le monde respecte des mêmes règles, les règles d'entrée, les règles de sortie, les règles de priorisation, d'escalade, etc. Cinquième pratique, implémenter des boucles de feedback. Voilà, on est dans cette fameuse boucle d'amélioration continue et s'engager à s'améliorer de manière collaborative. En Kanban, tout le monde fait partie d'une même équipe, comme on va vous parler d'une équipe Scrum au niveau du cadre Scrum. Voilà. Alors,
Le Kanban, souvent, on a tendance à dire que, et moi je l'entends souvent, et ça a tendance des fois à m'énerver. Alors avec l'âge, je prends un peu sur moi. Mais c'est vrai qu'au début, j'étais souvent un peu dans l'incompréhension quand j'entendais ça. On dit souvent le Kanban est dédié aux activités de maintenance et support. Voilà. Moi, je fais un développement de logiciels, je fais du delivery. Ben, je vais plutôt faire du Scrum, je vais pas faire de Kanban. Et puis le Kanban, nous, on l'utilise que pour la maintenance. Et ben en fait, ça, c'est une fake news. C'est pas vrai. Le Kanban, vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel type d'activité. Voilà. Et vous-même, aussi bien de façon inconsciente, dans votre vie de tous les jours, vous pouvez faire du Kanban. Ne serait-ce que avoir un planning sur la semaine avec un ensemble de sujets à traiter. Voilà, on a des réunions, on a un rendez-vous. Tiens, tel jour, je dois traiter tel appel d'offres, etc. En fait, c'est avoir un Kanban. C'est-à-dire que vous avez chaque colonne, chaque journée, en fait, c'est une colonne d'activité. Chaque jour, vous allez traiter un sujet. Donc, on peut traiter n'importe quel type d'activité en Kanban. Donc, au niveau que vous soyez une équipe commerciale, que vous vouliez gérer vos vacances. Voilà. Moi, j'ai même, par exemple, gérer les travaux que j'ai fait dans ma maison. J'ai acheté une maison il y a très longtemps qui était en mauvais état et pour pouvoir faire les travaux, étant donné que, comme dans l'agilité, on dit toujours, on a un délai qui est court, on n'a pas beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je priorise? Le Kanban m'a permis de prioriser et puis de gérer l'ensemble des travaux. Donc, je priorisais l'ensemble des travaux qu'on devait faire avec les artisans qui devaient intervenir, etc. au travers d'un Kanban, ce qui m'a permis de pouvoir planifier mes travaux sur la durée et les planifier et les gérer surtout par rapport à ma capacité à faire, à la fois à ma capacité d'accueil des artisans, de gestion, de suivi, puis aussi à ma capacité financière de pouvoir absorber les travaux. Voilà. Donc, moi, j'ai vu de nombreuses équipes chez mon ancien employeur, quand j'étais chez Xebia. Les équipes achats faisaient du Kanban, les équipes commerciales faisaient du Kanban, les équipes de recrutement géraient leur recrutement grâce à une gestion en Kanban. Les équipes marketing faisaient du Kanban. Voilà, c'était quelque chose de naturel pour eux. Donc, vous pouvez en faire dans n'importe quel type d'activité. Et par exemple, vous pouvez aussi avoir au sein d'une organisation, vous pouvez avoir plusieurs Kanban. Si je prends l'exemple, j'ai travaillé chez un, un grand constructeur automobile hein, qui est Renault. Si je me base sur un constructeur automobile, vous pouvez imaginer qu'ils ont plusieurs Kanban. Ils vont en avoir un sur la prise de commande en concession, un autre pour la gestion, la fabrication du véhicule en usine, un autre pour la gestion du transport. Vous pouvez le transporter de différentes façons. Il y a le bateau, il y a la voiture, etc. La gestion des blocages, les rappels de véhicules, la livraison du véhicule, le SAV, etc. Voilà. Donc, vous pouvez avoir une organisation multi-Kanban au sein d'un même produit. Voilà, c'est ce qu'on appelle une chaîne de valeur. Et à l'intérieur de votre chaîne de valeur, de la commande du véhicule jusqu'à sa livraison et sa gestion, vous allez pouvoir avoir plusieurs Kanban pour gérer chaque activité. Voilà. Alors, j'en viens au framework. Voilà le framework de mise en place d'un système Kanban. Vous voyez, on a différents éléments. Ce framework, il est issu du livre de Laurent Morisseau, hein, Kanban pour l'IT. Donc, vous pouvez trouver, je pense, assez facilement sur Internet. Et il vous définit les différentes étapes à mettre en œuvre pour pouvoir mettre en place votre système Kanban. Alors, la première des étapes, c'est d'identifier la portée de votre système. Vous voyez, comme je vous l'ai montré précédemment, à l'intérieur d'une chaîne d'une chaîne de valeur, j'arrive en concession, je commande un véhicule, jusqu'à ce véhicule m'a été livré, il se passe plein de choses. Vous avez une concession qui va prendre votre commande et qui, elle, est totalement indépendante hein, du constructeur automobile. Donc, il va avoir sa propre gestion de son système Kanban. Vous allez avoir l'usine qui va avoir sa propre gestion de son système Kanban et puis pouvoir plusieurs usines pour un même constructeur. Et puis ensuite, vous allez avoir toute la phase de transport. Le transporteur a sa propre gestion, etc., jusqu'au service après-vente. Du coup, vous, en tant que membre maillon de cette chaîne de valeur, vous allez devoir identifier à quel moment vous intervenez et à quel moment vous passez la main. Donc, vous allez devoir identifier quelle est la portée de votre système. Nous, on intervient, par exemple, je suis l'usine, j'interviens quand je reçois la commande. Et pour pouvoir valider que je peux intervenir sur cette commande, j'ai un certain nombre de règles qui vont me dire, voilà, la commande doit respecter un certain nombre de prérequis. Dès que cette commande rentre dans mon système Kanban, j'ai la main dessus jusqu'à ce que
elle sort de mon système Kanban, et la sortie du système Kanban, c'est le véhicule qui sort de l'usine et qui est mis à disposition du transporteur pour ensuite partir vers le client final ou la concession. Donc là, vous identifiez quelle est la portée de votre système Kanban. Donc, c'est les éléments, les étapes sur lesquelles vous avez la main, sur lesquelles vous pouvez intervenir. D'accord? Ensuite, vous allez identifier pourquoi vous mettez en place un système Kanban. Voilà, l'idée, c'est pas juste de mettre en place un système Kanban parce que ça fait joli, parce que les post-it sont beaux sur le mur et que j'aime bien voir mon flux de travail. Il faut identifier quelles sont les problématiques que vous rencontrez pour ensuite pouvoir sizer et designer votre système Kanban pour répondre à vos problématiques. Donc, c'est un travail qui doit faire avec l'ensemble des membres, des personnes qui interviennent dans votre système Kanban. Quels sont les problèmes que je rencontre aujourd'hui? Par exemple, on a on a des problèmes de visibilité, on a une qualité du delivery qui n'est pas bonne, on a des sujets qui arrivent chez nous et qui n'ont pas un bon niveau de maturité pour être traités, etc. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. On a une grosse dette technique. Voilà. Et ensuite, quels sont vos objectifs? On veut améliorer notre delivery, augmenter notre qualité, on veut livrer des choses beaucoup plus rapidement, on veut améliorer la relation avec nos différents interlocuteurs. À vous d'identifier et c'est à l'ensemble de l'équipe de le faire. C'est pas juste un manager ou un chef de projet ou un Scrum Master de l'identifier. C'est quelque chose qui doit être fait au global dans l'équipe et tout le monde doit y participer. Quels sont mes problèmes et par rapport à ces problématiques, quels sont mes objectifs? Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à designer votre système Kanban. Du coup, derrière, vous avez identifié la portée de votre système, vous avez identifié vos objectifs. Quelle est la nature de votre demande? Est-ce que vous traitez un seul type de demande ou est-ce que vous allez avoir des types de demandes différents? Par exemple, je gère un restaurant McDonald's. On va me dire, ah le type de demande, c'est de faire des McDo, enfin des hamburgers. Non, non, ça c'est une demande générale, le hamburger. Mais par contre, vous avez différents types de demandes. Je vais prendre alors je vais pas faire de la pub pour McDo, mais je vais prendre par exemple un Big Mac, je vais prendre un Big Mac Chicken, je vais prendre un Big Tasty, etc. Ce sont des types de demandes différentes qui vont pas demander le même travail, qui vont peut-être pas prendre le même temps, qui ne vont pas pouvoir être traités par la même expertise, etc. Voilà. Vous avez les commandes. Vous allez avoir les commandes en ligne, vous allez avoir les commandes au drive, vous allez avoir les commandes en caisse. Donc, ce sont des types de demandes différents. Donc, c'est à vous d'identifier les différents types de demandes que vous traitez. Donc, si je reviens à l'IT, je vais avoir des demandes fonctionnelles, par exemple, je vais gérer des bugs. Je vais peut-être avoir des demandes de support si je fais aussi du run au sein de cette équipe. Je vais peut-être avoir aussi de la documentation à gérer ou peut-être des formations à faire si je suis sur une nouvelle application et je dois mettre en place un accompagnement au changement. Donc, il faut que vous identifier les différentes typologies de sujets que vous allez traiter. Et pour chaque typologie de sujet, identifier quel est le flux de traitement que vous allez avoir à traiter. Est-ce qu'on va traiter un bug de la même façon que l'on traite une évolution fonctionnelle? Je ne pense pas. Voilà, les prérequis ne sont pas les mêmes, le flux de traitement n'est pas le même. Est-ce qu'une dette technique, c'est-à-dire une amélioration de notre environnement de développement, par exemple, ou du refactoring, va être traité de la même façon que vous traitez un bug ou de la même façon que vous traitez un besoin fonctionnel? Je ne pense pas. Donc, c'est à vous d'identifier quelles sont les étapes. En Kanban, il faut voir que de base, il y a 3 étapes majeures qui sont à faire, en cours ou terminées. À l'intérieur de ces étapes-là, et le plus souvent dans le en cours, on va avoir tout un tas de micro-activités à réaliser. Dans le en cours, je vais peut-être avoir de l'analyse, du développement, de la mise à disposition auprès de l'équipe test, du test unitaire, du test fonctionnel, etc. etc. Voilà, des travaux d'architecture, du X. Voilà. Vous pouvez avoir tout un tas d'activités, donc c'est à vous d'identifier quel est votre flux de travail par rapport à la demande que vous devez traiter. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre derrière de manager votre demande de façon efficace et ensuite de mettre des mesures pour voir est-ce que votre système est efficient, est efficace ou pas. Ensuite, il va falloir définir un peu le format de vos éléments de travail. Vous avez identifié vos différents types de demandes, mais comment est-ce que vous voulez leur donner une représentativité, une vie à ces demandes? C'est-à-dire, qu'est-ce que va contenir votre demande? Quand j'ai une demande fonctionnelle, voilà, quels sont les prérequis? Quelles sont les informations que j'attends sur cette demande? Quand on me signale un bug, quels sont les éléments d'information que je demande? Vous n'allez pas avoir les mêmes types d'informations. Lorsque c'est une demande de support, quels sont les prérequis? Voilà. Donc, il va falloir définir ça
Et puis, on conseille aussi habituellement de dire à différents types de demandes, différents codes couleurs, ce qui va permettre de rendre visible encore plus votre management visuel quand vous allez afficher votre board Kanban, de voir un peu en fonction des typologies de sujets, lesquels sont plus présents ou moins présents. Voilà, vous allez pouvoir avoir une vision un peu plus claire en adoptant un code couleur. Voilà, tous les outils vous font ça. Voilà. Et puis, lorsque vous avez défini vos éléments de travail, votre flux d'activité, etc., eh ben, il va falloir définir vos règles de fonctionnement. C'est ce qu'on a vu hein, dans les pratiques. Vous allez devoir définir vos règles de vie. Qu'est-ce qui fait qu'un ticket peut rentrer dans mon système? C'est ce qu'on appelle les règles aux interfaces. Qu'est-ce qui fait que je peux dire qu'un sujet est terminé? Voilà. J'ai eu une commande au McDo. Qu'est-ce qui fait que cette commande, je peux la prendre? Est-ce que la demande, elle est claire? Est-ce que ça correspond à un produit que je propose? Est-ce que, je ne sais pas, s'il y a une histoire de cuisson, est-ce que j'ai bien cette indication sur cette demande? Oui, tous mes prérequis sont bons. Je prends cette demande, je vais la traiter. Et ensuite, qu'est-ce qui fait que je peux la mettre à disposition? Bah, déjà, elle respecte les critères qualité qui sont inscrits dans notre charte. Elle est bien dans une box, elle a été mise à disposition, elle est bien dans le sac, etc. Voilà, la commande a bien été validée sur notre terminal. Voilà, ça peut être plein de choses. Si vous voulez un autre exemple, vous pouvez aussi partir du principe que de l'avion qui va décoller. Alors, ça nous parle à tous hein, quand on prend l'avion. L'avion ne décolle pas comme ça. Le pilote ne vient pas, s'assied, puis hop, on y va. Vous voyez, à chaque fois, il y a toujours un gros délai d'attente entre le moment où il y a toujours un gros délai d'attente entre le moment où vous rentrez dans l'avion et le moment où il décolle. Ben là, c'est la checklist. Donc, on fait une checklist et tant que cette checklist n'est pas ouverte, on ne décolle pas. Et de la même façon pour atterrir, cette checklist d'atterrissage doit aussi être validée pour qu'on puisse atterrir. Donc ça, c'est vos règles aux interfaces. Puis ensuite, vous avez des règles de fonctionnement à l'intérieur de votre système où vous allez dire bah, qu'est-ce qui fait qu'une carte peut passer d'une étape à l'autre. Donc ça, c'est un peu vos règles de vie. Alors j'avance, il ne reste plus beaucoup de temps. Et vous allez ensuite définir vos limites. Vous avez défini vos activités, vos différentes étapes, mais ensuite vous allez définir vos limites. Qu'est-ce qui fait que je peux accepter un certain nombre de tickets dans cette étape-là? Si par exemple vous avez 3 développeurs, bah, vous allez devoir définir bah, combien de tickets ils peuvent prendre en parallèle. Est-ce qu'ils peuvent en prendre 2, 3, 4, 5? Bon, je pense que ce n'est pas possible. Eh ben, on va se dire, OK, par rapport à la capacité à faire de mon équipe, combien je peux accepter de tickets? Voilà. Lorsque vous faites une commande, il y a un moment où il y a une saturation par rapport aux commandes. C'est ce qui, d'ailleurs, quand vous accédez à un serveur et qu'il y a trop de connexions à ce serveur parce que ce serveur a été prévu pour un certain nombre de connexions, bah, ce serveur plante. Voilà. C'est ce qui arrive régulièrement lorsqu'il y a une forte demande. Là, c'est pareil. Plus il y a une forte demande sur votre système par rapport à votre capacité d'absorption, votre capacité à faire, bah, plus votre système peut tomber, comme un serveur peut tomber. Du coup, il va falloir que vous définissiez des limites, même si c'est contre-intuitif. Le fait de définir ces limites, ce n'est pas pour vous empêcher de travailler, mais c'est pour en amont indiquer quelle est votre capacité à faire et du coup inciter un peu plus votre demandeur à prioriser leurs demandes par rapport à ce qui est le plus urgent. Voilà. Donc ça c'est à faire en 5e partie. Et puis ensuite, vous allez définir votre cadence. En Scrum, on a des cadences qui sont qui sont très régulières, qui sont toutes les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, où on va avoir tous les cérémoniales en même moment. En Kanban, c'est pas la même chose. En Kanban, vous allez pouvoir cadencer et cadencer de façon désynchronisée. Vous êtes sur du just in time, donc vous allez pouvoir clairement dire, bah moi en fait les démos je vais les faire peut-être quand j'ai quelque chose à montrer, parce que ça sert à rien de dire on fait une démo toutes les 2 semaines si j'ai rien à montrer. Et puis notre rétrospective d'amélioration, par contre, on va la faire toutes les 3 semaines. Et puis notre backlog refinement, on va les faire toutes les semaines, etc., etc. Là, c'est à vous de définir en fonction de vos besoins, votre organisation, de votre fonctionnement, à quel moment vont avoir lieu les synchronisations. Et puis, bah, la cadence, c'est ce qu'on appelle en Scrum, c'est ce qu'on appelle des itérations. En Kanban, on va parler de cadence. Et bien, dire tous les combien de temps vous allez un peu faire un bilan et commencer à planifier vos activités. Bah, vous pourriez, en Scrum, on dit toujours, bah, en Scrum, on peut s'engager parce qu'on s'engage au début et du coup, au bout de 2 semaines, par exemple, on va livrer quelque chose. Bah, en Kanban, c'est la même chose. En Kanban, à partir du moment où vous dites, nous, on va se cadencer sur 2 semaines, et ben l'équipe va pouvoir, par rapport aux indicateurs qu'elle va mesurer, pouvoir se dire, OK, nous, par rapport à notre capacité à faire, à notre performance, on sait qu'en 2 semaines, on peut embarquer tant de fonctionnalités,
on peut traiter tant de fonctionnalités parce que les indicateurs nous disent que quand on a une demande, elle met à peu près tant de temps à faire. C'est comme lorsque vous commandez une voiture, l'usine va dire, OK, nous, on sait que par rapport au nombre de commandes que l'on a et au temps moyen qu'on met pour fabriquer un véhicule, on sait que la livraison va avoir lieu à tel moment. Donc, on peut s'engager à livrer à tel moment. Donc, c'est pour ça qu'il faut mesurer votre performance et pour ça, vous avez un certain nombre d'indicateurs. Alors, je vous les indique là, hein. On pourra éventuellement y revenir dans une d'autres occasion ou si vous suivez la formation ou si vous avez la chance de faire partie des 5 qui vont gagner la formation Kanban, d'y venir en détail. Vous avez le lead time, c'est le temps de traversée d'un élément dans votre système. Le cycle time, c'est le temps de traitement, c'est-à-dire à partir du moment où vous prenez votre commande. Hein. Je commande chez Amazon le lundi, mais en fait, ma commande est vraiment traitée le mardi. Donc, mon lead time commence le lundi, mon cycle time commence le lundi, jusqu'à ma date de livraison. Le débit, c'est le nombre d'éléments que vous allez livrer par jour, par semaine, par heure. Hein. Le WIP, c'est ce qu'on appelle le work in progress, c'est l'encours, c'est-à-dire le nombre de sujets sur lesquels vous travaillez à un instant donné, ce qui va permettre de voir est-ce que vous êtes en surcharge ou pas. Et la valeur ajoutée, c'est l'efficience, c'est ce qui va vous permettre de savoir par rapport à toutes vos activités, quel est le pourcentage d'efficience que vous avez, c'est-à-dire quel est le pourcentage de lead time que vous passez sur des activités de production et pas des activités d'attente. Voilà. Alors, il nous reste 50 secondes. J'en ai fini. Alors, jamais été aussi vite pour expliquer du Kanban. Hein, qu'adore ça, je peux y passer des heures. Alors, je vous propose un peu de littérature, hein, quelques ouvrages sur le Kanban. Vous avez le Kanban, l'approche en flux pour l'entreprise agile, qui a été écrit par Laurent Morisseau, qui est l'auteur de Kanban pour IT. Il l'a écrit en collaboration avec Pablo Perno. Il y a pas mal de redites par rapport au Kanban pour l'IT. Donc, si vous ne retrouvez pas le livre Kanban pour l'IT sur Internet, ce livre-là vous rappelle les concepts. Donc, c'est intéressant. Et puis, ça va un peu plus loin, notamment sur le Kanban à l'échelle. Donc, c'est plutôt bien écrit, c'est intéressant. Vous avez le Kanban, le livre Kanban qui a été écrit par David Gene Anderson, qui est un peu le père du Kanban pour l'IT. Vous avez le guide Kanban pour les équipes Scrum que vous pouvez retrouver en libre accès sur le site scrum.org et qui vous montre comment le Kanban qui vous montre comment le Kanban peut aussi s'adapter dans des équipes Scrum. Voilà, parce que Scrum a aussi compris l'intérêt de mettre en place des pratiques Kanban à l'intérieur d'une organisation ou d'une équipe Scrum. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur mes expériences avec le Kanban, j'ai écrit une série d'articles sur mon site qui s'appelle Agile Mouse. Et notamment, c'est des expériences qui sont issues des articles qui sont issus de mes expériences, notamment quand j'étais chez AXA France, où j'ai mis en place en 2012 un système Kanban sur les équipes que j'accompagnais. Voilà, merci pour votre attention. Là, maintenant, c'est le moment des questions. Donc, je suis tout oui, je vous écoute. Merci beaucoup, Kosei, pour cette présentation inspirée de ton expérience. Effectivement, je pense que c'était un challenge d'expliquer en peu de temps la méthodologie, enfin le Kanban. On a quelques questions, donc on a à peu près 8 minutes. La première question, il y en a plusieurs de Nejib Belkadi qui voulait confirmer l'utilisation de Kanban plus pour les opérations que pour les projets. Je vais juste le lire. Il demandait aussi de choisir, comment on choisit parmi plusieurs méthodologies au fait, ou cadre de agile. Alors, comment on choisit par plusieurs méthodologies? Alors là, c'est un débat qui va un peu plus loin que le Kanban, mais tout va dépendre en fait des objectifs que vous avez et du type d'activité que vous avez à réaliser. Si vous êtes sur des activités de delivery, j'aurais tendance à dire que la pratique pour une équipe, en tous les cas, hein, je ne parle pas pour une organisation dans sa globalité, mais au sein d'une équipe, la pratique la plus couramment utilisée, ça va être d'aller vers du Scrum. On va plutôt aller vers du Scrum parce que voilà, c'est un cadre de gestion de projet agile qui est bien adapté. Et ensuite, lorsqu'on va mettre en place du Kanban, c'est souvent dans le but d'améliorer le fonctionnement d'une équipe Scrum, notamment sur sa capacité à absorber les sujets, sur des mesures un peu plus factuelles que la simple mesure de vélocité, pour pouvoir un peu mieux organiser le fonctionnement de l'équipe, notamment surtout si vous êtes sur des activités complexes, et de voir un peu les impacts de la non-qualité des demandes qui nous sont envoyées en amont sur notre delivery. Voilà. Après, si vous êtes sur d'autres activités qui vont être plus orientées produits, donc un peu plus en amont du delivery, vous allez mettre en place d'autres activités qui vont être plus orientées product management, lean startup. Et vous pouvez, au sein de ces activités, aussi mettre en place des pratiques Kanban pour gérer votre flux de travail. Voilà. Donc, il n'y a pas de bonne réponse sur quelle pratique ou quelle méthode
entre guillemets, agile appliqué en fonction sur une organisation, tout dépend des objectifs de votre organisation, tout dépend des problématiques que vous rencontrez. C'est pour ça que c'est important de faire ce travail en amont, que vous vouliez faire du Kanban ou pas, hein, de dire quels sont nos problèmes aujourd'hui, où on veut aller, et à partir de là, quelles sont les pratiques qu'on pouvait mettre en œuvre et à quel rythme on va le mettre en œuvre et quel est l'effort qu'on va devoir fournir pour les mettre en œuvre. Voilà, moi je préconise souvent, je déconseille souvent à mes clients quand ils veulent lancer une transfo agile de partir par exemple sur du safe tout de suite. Moi je ne suis pas un anti-safe, au contraire, je trouve que ça apporte énormément, mais je trouve que ça n'apportera rien à une organisation qui s'y lance comme ça sur un claquement de doigts quand il n'y a pas le mindset, quand les équipes ne sont pas préparées. Voilà, il faut que ça se fasse progressivement. Voilà. J'espère que je réponds à la question. Mm. Merci, José. On a encore deux questions qui sont liées au fait à qui est responsable de ce cadre. Donc, il nous demande qui doit arbitrer, gérer le flux de travail pour faire respecter la méthodologie. Il fait le parallèle avec un Scrum Master, en fait. Oui, absolument. Ouais. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est vrai que lorsqu'on est sur Scrum, on va se dire, OK, il y a un Scrum Master, c'est un peu le gardien du cadre, et puis un peu le coach de l'équipe. En Kanban, c'est pareil, on va trouver un peu le profil et la personne qui va jouer ce rôle. Alors, on ne va pas le nommer Scrum Master, hein, obligatoirement, à part si on met du Kanban au sein d'une équipe Scrum, mais si vous mettez du Kanban, entre guillemets, tout court, il va falloir identifier au sein de l'équipe qui va avoir ce rôle un peu de Kanban master, qui va être un peu le gardien des règles, le gardien du process que vous mettez en place et qui va un peu animer l'équipe. Donc ça, c'est par rapport au rôle qui existe au sein de votre organisation lorsque vous mettez en place du Kanban. Il va falloir identifier quel est le rôle qui peut intervenir là-dessus. Alors ça peut être un coach agile, ça peut être un chef de projet. Tout simplement, hein, si la personne a le bon mindset, il n'y a aucun problème. Moi, je suis ancien directeur de programme, ancien chef de projet. Voilà, c'est une histoire de mindset, hein. C'est pas une histoire de rôle ou d'épaulette. Ça peut être un membre de l'équipe, un développeur ou quelqu'un, je sais pas, un testeur, peu importe. Ça va être à vous de définir au sein de l'équipe qui peut jouer ce rôle et qui est volontaire pour jouer ce rôle. C'est surtout ça qui est important. Qui est volontaire pour jouer ce rôle? C'est pas un rôle qu'on va désigner, c'est un rôle qu'on va vouloir jouer pour l'amélioration continue des process et le bénéfice de l'équipe. Est-ce que tu aurais des conseils pour comment devenir un consultant Kanban? Ah, alors, j'aurais tendance à dire suivre un peu ce que j'ai suivi, hein. Je vais partir de ma propre expérience. Moi, le Kanban, je l'ai découvert en 2012. Je l'ai découvert au travers d'un autre coach agile qui, lui, était un pro du Kanban et qui dans la société où j'étais, en a parlé un jour. Alors, il y avait eu une opposition des anciens, des autres coachs agiles qui étaient Scrum, Scrum, Scrum. En fait, moi, j'ai juste écouté ce qu'il avait à dire. Voilà, j'ai écouté ce qu'il avait à dire. J'ai trouvé que c'était intéressant et j'ai essayé de les mettre en place. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis documenté. Donc, avec le fameux livre de Laurent Morisseau, ça a été mon premier contact avec le Kanban. Et puis ensuite, j'ai cherché à participer à des projets sur lesquels on mettait en place du Kanban. Et ensuite, j'ai suivi une formation avec Laurent Morisseau pour être certifié Kanban. Donc, si vous voulez devenir consultant Kanban, bah, la première chose à faire, c'est déjà formez-vous. Euh, informez-vous. D'ailleurs, vous pouvez lire la littérature. Voilà, vous avez des bouquins là-dessus, vous avez des blogs. Donc, apprenez là-dessus, formez-vous, participez à des formations. Et puis, commencez dans les organisations où vous intervenez, si vous êtes déjà consultant agile, à tenter de mettre en place quelques pratiques Kanban. Vous n'allez peut-être pas tout mettre en place, mais ne serait-ce que déjà, on va essayer de commencer à mettre des limites. On va commencer à mesurer autre chose que juste la vélocité. On va commencer à faire des mesures sur les temps de traitement, sur notre débit. Pas pour juger si c'est bon ou pas, mais voir un peu déjà comment ça marche. Voilà. Donc, c'est toujours, hein, le Kanban, c'est empirique. Euh, comme les Scrum, l'objectif, c'est de s'améliorer avec l'expérience. Donc, si vous voulez devenir consultant Kanban, informez-vous, formez-vous et pratiquez. C'est la meilleure façon de le devenir, quoi. Une question, merci pour ça. Donc, une question d'Abbas Marwan qui nous pose une question liée plutôt à l'équipe, à la gestion des conflits dans une équipe plutôt orientée Kanban. Comment on fait?
Bah, Kanban, c'est une pratique de gestion du flux d'activité. Comme Scrum, c'est une pratique c'est un cadre de gestion de projet en mode agile. Tout ce qui est gestion des conflits n'est pas lié aux pratiques, aux méthodes agiles que vous mettez en œuvre. Je dirais que cette gestion des conflits, elle va être traitée de la même façon que vous le faites, que vous le faisiez avant. Donc, on le fait. Alors, si vous avez un Scrum Master, vous avez une personne un Kanban Master au sein de l'équipe. Bah, son objectif, ou si vous avez un coach, bah, l'objectif, ça va être à lui de voir comment gérer les conflits entre les personnes, comment gérer les conflits sur les priorisations qui sont à faire. Je dirais que là, ça va un peu au-delà des méthodes, des pratiques qu'on va mettre en place. On va plutôt travailler là sur l'humain. Après, sur tout ce qui est conflit au sein des priorisations qu'il peut y avoir ou conflit au sein de votre système, bah, tout ça doit se faire dans des phases, en utilisant la boucle d'amélioration continue dans nos phases de rétrospective. L'objectif, c'est de toujours écouter et permettre à l'ensemble des acteurs de pouvoir s'exprimer, d'essayer d'essayer de trouver ensemble des améliorations ou des actions d'amélioration à mettre en œuvre, et puis surtout de ne pas cacher les obstacles. En ligne, on a une pratique qui existe qui s'appelle le A3 Problem Thinking, qui a pour objectif euh, d'identifier les problèmes et de chercher au travers de différents modèles, de chercher les causes racines de ce problème sans chercher des responsables pour pouvoir ensemble trouver des axes d'amélioration. Voilà. Donc, c'est un peu, quand vous mettez en place du Kanban, ça fait partie des pratiques que vous devez aussi mettre en place, la gestion des obstacles. Et un système Kanban qui fonctionne, c'est un système sur lequel on a traité l'ensemble des obstacles. Ça, c'est très important. Donc, les conflits, vous allez les traiter comme n'importe quel obstacle. Voilà. Et ensuite, bah, on reste dans de l'humain. Hein. Les conflits, c'est toujours pareil, on reste dans de l'humain. Donc, bah, il faut les traiter de façon bienveillante, comme vous le feriez comme en mode Scrum ou Agile. Voilà. Merci beaucoup, Kousei. Il est 15h41. Je vais juste lancer un petit sondage. Donc, comme j'ai dit, c'est 2 questions. Si vous avez la gentillesse de nous donner du feedback par rapport à cette session, quelques secondes avant de quitter pour aller à la prochaine session. Alors moi, je réponds pas, hein, c'est trop Je facile. vais, je vais, je vais quand même prendre les questions dans le chat. Je vais enregistrer. On va t'envoyer ça, Kousei, si jamais tu aimerais Ouais. peut-être Oui, répondre. oui, parce que j'aurais bien voulu répondre à la question de Fatma sur l'effet de mode dans la gestion de projet. Vas-y alors, en C'est une attendant que je ferme. Ouais, Ouais, ouais. ok. Ouais, c'est une question intéressante. Hein. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on fait de l'agilité parce que c'est cool, c'est fun et que c'est un peu dans l'air du temps. Non, c'est pas un effet de mode. Hein. C'est l'agilité. Alors, la gestion de projet, moi, j'en ai fait pendant des années et ça marchait très bien. Puis il y a des projets qui sont mal marchés en cycle en V, comme j'ai des projets agiles, moi, qui se sont plantés. Hein. J'ai pas fait que des projets agiles qui marchaient super bien. Donc l'agilité, c'est pas une fin en soi et c'est pas c'est pas quelque chose de miraculeux. Par contre, les préceptes qui sont proposés par l'agilité au niveau de l'engagement personnel des personnes, de leur autogestion, de la liberté qu'on va donner un peu plus à ceux qui savent faire, aux experts, de pouvoir être vraiment partie prenante dans le développement logiciel, dans la gestion de projet, moi je trouve que c'est intéressant et que ça apporte un plus l'agilité. Et l'autre élément, c'est que ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que la société évolue. Elle évolue sur ses façons de travailler, sur ses façons de consommer, sur ses façons d'échanger, sur ses aspirations aussi hein, par rapport au travail. Hein. Tout le monde, on n'a pas tous des plans de carrière où on veut que ça soit que notre travail qui définisse qui on est, mais comme l'a montré Kim tout à l'heure, mais aussi d'être nous en tant que personne. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie en tant que personne, en tant qu'être humain? Pour notre planète, pour notre société, pour notre famille. Donc, l'agilité apporte des choses là-dessus et puis permet aussi aux entreprises de s'adapter à tous ces mouvements, à tout ce changement, à cette ubérisation aussi qu'on a de la société et de l'économie et d'être beaucoup plus réactive. Et c'est pas parce que les équipes, les sociétés maintenant font de l'agile qu'elles n'étaient pas agiles avant. C'est elles s'adaptent un peu au changement. Mais pour moi, toutes les sociétés qui existent aujourd'hui sont agiles. Que vous soyez une grande banque, une grande assurance, que vous ayez 200 ans d'existence, toutes les sociétés sont agiles à partir du moment où
elles s'adaptent au changement, elles sont toujours en perpétuelle évolution, elles sont agiles. Voilà. On ne peut pas dire d'une grande entreprise qui faisait de la gestion de projet en cycle en V, vous n'êtes pas agile, c'est pas vrai. Une entreprise dans 200 ans, comme une grande banque française, qui vient souvent agile en scène, qui a passé des guerres, de nombreuses guerres, des scandales, des crises économiques, etc., et qui est toujours debout, bah, ça en dit long sur sa capacité d'adaptation et du coup sur son agilité. Voilà. Alors que vous avez plein de startups qui vont faire beaucoup de bruit pendant 2 ans, puis qui vont disparaître parce qu'elles ne sont pas capables de s'adapter au changement. Et pourtant, elles vont vous dire, nous, on est agile. Voilà. Donc l'agilité, c'est vraiment la capacité à s'adapter au changement. Et les pratiques agiles que l'on met en place aujourd'hui et que l'on déploie dans les organisations, c'est pour justement accompagner ces changements. Donc c'est pas un effet de mode. Des fois, au début, ça a pu l'être, un effet de mode. Aujourd'hui, c'est juste devenu quelque chose d'indispensable pour ces entreprises à la fois pour attirer des talents et pour s'adapter aux défis de demain. Voilà. Très bien. Merci, Consam. Merci à tous. Ben, je Ben, vous merci à souhaite vous, ça a été un plaisir. ouais, merci beaucoup. Belle suite de conférences. On vous voit pour la prochaine, celle que vous suivez. Merci beaucoup. Merci, bonne conférence à tous. Merci. Au revoir.